Un constat, un combat. Dans un monde où une information chasse une autre, de crise en crise, toujours ramenant le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinée dans la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de juin, partie 4. Salut Flavie, tu vas bien? Salut Gauthier, comment vas-tu? Ben écoute, ça va. Pour l'instant, j'ai du vin dans les vaisseaux sanguins. Je vais bientôt passer à la vodka, donc je devrais oublier rapidement les La législatives et donc vodka, le bonne monde est idée. parfait. Moi, je n'ai pas assez d'alcool dans les vaisseaux sanguins, justement. Donc ce soir, Bon, Je te conseille de te réserver pour dimanche. Il y aura voilà. sans doute des choses à oublier et je pense que la France aura la gueule de bois. Bon, Alors, nous ben parlerons des législatives un petit peu plus tard dans la soirée. Nous ouais. allons commencer par, une fois n'est pas coutume, par parler d'un peu de ce qui se passe à l'extérieur de la France et à l'extérieur de l'Europe. On va parler un tout petit peu de l'Argentine, petit point ukraino-israélien, et puis nous passerons aux législatives. Et à l'Italie, à À Mélanie en l'Italie, enfin Italie. plein de sujets autour des législatives, Ok. à la France dont le taux de racisme ne cesse de monter, de racisme et d'intolérance. C'est moins agréable que le taux d'alcoolémie, il faut bien le reconnaître. Bah oui, et nous sommes, voilà. Bon, mais sur ces Euh, paroles qui, je pense, sont déjà clivantes, passons à l'Argentine directement. Donc, que se passe-t-il dans ce beau Alors l'Argentine, pays? en fait, je voulais en parler la semaine dernière, et là, je ne sais pas quels sont les derniers nouveaux éléments, mais je voulais juste parler un peu de Javier Milei et de ses réformes libérales qui peuvent enthousiasmer quelques-uns, vu la situation dans laquelle l'Argentine est plongée depuis très longtemps, de crise systémique, on pourrait dire. Mm. Mais là, la situation paraissait explosive à Buenos Aires. En effet, il y avait beaucoup de manifestations qui paraissaient assez violentes. Alors, je ne sais pas à quel point c'est significatif ou pas, ou souvent les images de violence, on ne sait pas si c'est très cadré ou si c'est... mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même du monde. C'est vrai Euh, qu'en France, on a un peu l'habitude oui, des images de violence. À la télé, on voit comment dire, des manifestants taper sur les CRS et dans la rue, on voit des CRS taper sur les manifestants. oui, et puis surtout, on arrive à peu près à Paris à évaluer ce qu'on nous dit être une foule ou pas. Mais là, bon, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué. Alors, sans doute, l'Argentine avait-elle besoin de réformes assez conséquentes. Bon, je ne suis pas du tout une spécialiste du pays, mais c'est vrai que le profil de Javier Milei est quand même un profil qui peut être vu comme un petit peu inquiétant, parce que autour de cette notion de libéraliser le pays, pourquoi pas, mais jusqu'où cela va-t-il? Et donc, je me souviens de ce moment où il avait, je crois, une sorte de tableau avec des grandes feuilles de papier, et tous les ministères régaliens sautaient les uns après les autres avec sous son stylo. Et donc, le libéralisme de Javier Milei était celui de la privatisation du régalien, c'est-à-dire la privatisation de beaucoup de domaines, mais je crois que ça va jusqu'au très très loin dans son cas. Pour l'instant, j'ai lu que 15 000 postes de fonctionnaires étaient supprimés, on en prévoit 50 000 autres. Et c'est vrai qu'avant que les éventuelles réformes libérales puissent être efficaces, il y a pour l'instant une explosion de la pauvreté. De toute façon, ce sont aussi des réformes qui doivent être vues à l'aune du temps long, mais pour l'instant, sur le temps court, évidemment, ça tangue. L'inflation a baissé, il y a un équilibre budgétaire qui n'est pas à l'équilibre, mais qui s'améliore, mais il n'y a pas encore de retour de croissance. Alors moi, je trouve que c'est un bon laboratoire, le laboratoire argentin, pour observer une réforme, justement, de libéralisme néo, en tout cas extrême, en tout cas ultra, et de voir comment ça va se passer. C'est quelque chose que j'ai envie d'observer un peu sur le long terme. Là, à court terme, Merci pour les Argentins, Flavie. Je oui, sais que ils sont malheureusement un projet.
ta curiosité en tant que chercheuse en sciences sociales t'honore, mais moi, c'est un petit peu comme si je souhaitais le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale pour voir ce que ça fait. Ils ont voté pour cet homme-là, hein, donc Oui, c'est voilà. là-dessus que je voulais revenir. Moi, ce Mmh. qui me frappe, dans ton exposé, c'est que dans les années 80, il y a eu des expériences de libéralisme Mmh. extrême au Chili, en Bolivie, en Argentine également, mais à chaque fois, c'était, sous le poids des bottes de dictature, avec des Mmh mh. répressions extrêmement féroces. Mmh. Là, moi, ce qui me fascine, c'est que les Argentins ont voté pour ce genre de réforme. Je ne m'imagine pas des Français, alors que pourtant le pays est perçu comme étant en gabegie depuis une vingtaine d'années, Mmh. voter pour un tel programme de coupe dans le fonctionnariat. Mmh. Ça me paraît un truc Bah, d'extraterrestre. c'est-à-dire que c'est toujours des mêmes discussions, enfin, qui n'en sortent pas, qui tournent en rond sur ces questions-là. C'est-à-dire, couper quand on nous dit: «Il y a trop de fonctionnaires», moi enfin, j'ai envie de répondre: «Ça dépend où», hein. On se sent visés Heu, en plus tous les deux. Pardon? On se sent visés tous les deux En en plus plus. non, mais c'est même pas tellement ça parce que mais je pense qu'il y a des endroits où il y en a trop et c'est mal géré, il y a des millefeuilles administratifs. Mais, enfin, on va pas mélanger la France et l'Argentine, mais en tout cas chez nous, il y a certainement pas assez de profs et assez de fonctionnaires au ministère de la Justice, par exemple, ou dans la police, et cetera. Donc trop de fonctionnaires, ça veut tout et rien dire. Libéraliser, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qu'on entend? Je pense que la France, par exemple, en tout cas, a autant besoin d'être libéralisée que d'être régulée, en fait. Donc c'est un sujet, Alors, dont on ne peut pas parler là-dessus, idéologiquement sans se tromper à un moment ou un autre. mmh, mais là-dessus, moi, je pense que la grosse différence avec l'Argentine, c'est la taille du pays et l'inégale répartition de la population. C'est qu'il y a un vrai enjeu et les politiques de redistribution argentine ont été traditionnellement extrêmement généreuses Mmh. parce qu'en fait, la population est concentrée autour de Buenos Aires, mais il y a la question de l'accès à un minimum de services dans des territoires très faiblement peuplés. Mmh. Donc il peut y avoir un problème de cohésion territoriale qui se Mmh. pose, à mon avis, dans une autre logique que celle de la France. L'autre point qui m'étonne un petit peu, là-dessus, avec, tout le respect que je te dois et l'amitié que je te porte, c'est que tu dis: «Il y a un laboratoire de théorie néolibérale». Mais, c'est plus un laboratoire, les théories néolibérales, on les a depuis Oui, les années bien sûr, 80 quand même. bien sûr. Donc, et moi, là encore, ce qui m'étonne, c'est que c'est toujours des vieilles recettes qui sont présentées comme quelque chose de De nouveau, disruptif. alors que c'est très, très ringard, en fait, d'une certaine manière. Mais je Ouais, pense que la population occidentale, moi, c'est ce que j'observe autour de moi, hein, quand je parle autour de moi, n'est pas sortie de de cette vénération, du libéralisme ou plutôt enfin, moi, je fais vraiment la différence entre libéralisme et ultralibéralisme et de cette vénération dans le sens où ils refusent justement de faire la différence. Moi, toutes les personnes qui se disent libérales, qu'elles soient plutôt de gauche libérale ou de droite libérale, d'ailleurs, bon, tout ça, on se rejoint au centre, on est d'accord là-dessus en France, ne refusent en fait de je suis débattre. pas d'accord pour me rejoindre au centre. Ah, voilà, je juste oui, non, mais je parle en général, refuse de débattre sur la question libéraliste. C'est-à-dire le libéralisme jusqu'où, comment? C'est un débat qui est impossible. Tu es libéral ou tu ne l'es pas. Alors moi, si je commence à remettre en question le libéralisme, on va me dire que je suis antilibérale, ce qui n'est pas le cas et on n'écoute jamais jusqu'à la fin de la phrase. C'est-à-dire, on avait un libéralisme et moi, je pense que le libéralisme que nous vivons aujourd'hui en Argentine, mais je ne suis pas une spécialiste de l'Argentine, mais en tout cas en France, par exemple, est un est quelque chose qui, au bout, aboutit à l'inverse du libéralisme. Ah ben, Et moi, je et pense que le libéralisme est mort au 19e siècle et que les derniers feux du libéralisme, c'est peut-être l'entre-deux-guerres des penseurs comme Maritain, mais qui en fait ont infusé dans la pensée libérale tout un prêchi-prêcha, notamment venu du catholicisme, qui l'a dénaturé, puisque la pensée libérale déjà est une pensée d'optimisme. C'est la croyance profonde dans le progrès. Or là, moi j'ai un peu l'impression que les néolibéraux, et c'est en ça que c'est un peu comme au cinéma, le deuxième épisode est toujours moins bien que le premier, c'est que le néolibéralisme repose sur un pessimisme fondamental, que la société, en fait, va s'en prendre plein la gueule. Et là, j'ai l'impression que les Argentins mmh. sont un peu dans cette logique-là. Alors, là où c'est très compliqué, c'est que je pense que l'État était complètement engorgé en Argentine et je veux pas trop à partir du moment où je connais le sujet de façon un peu superficielle, je veux pas aller trop, trop loin là-dedans, mais
par exemple, en France, moi, je pense qu'on fait face en même temps, si je puis m'exprimer ainsi, à un État obèse, un État un fonctionnariat obèse et inefficient, euh, et, où comment dire, les ressources humaines sont mal réparties, et en même temps à un fonctionnement économique ultralibéral. Et ça, c'est très, très difficile à faire. C'est ce que je pense, je ne suis pas forcément la seule à le penser. C'est très difficile à tenir comme opinion, parce qu'il y a ceux qui vont penser que l'État est obèse et qu'il faut absolument tout libéraliser, en ne voyant pas que l'économie est totalement ouverte. Et il y a ceux qui vont penser qu'on est ultra-libéral, alors que quand même, il y a une très lourde redistribution. On a une très lourde redistribution, je pense, pour pallier justement une économie qui est tellement libéralisée en fait, il y a une énorme partie de la population qui est laissée en travers de la route. Et qu'il faut éviter l'explosion sociale. Et juste les classes moyennes, et que leur redistribution permet de pallier tout ça et de mettre des pansements sur une hémorragie. Et c'est un vrai en même temps en France, en tout cas. Il y a un vrai phénomène, en fait, c'est que le libéralisme repose aussi sur la liberté, comme son nom l'indique, au XIXe siècle, et la liberté qui est atteinte par l'éducation. Et c'est pour ça que dans la société actuelle, où le niveau éducatif a plutôt tendance, alors je ne vais pas dire à baisser, mais à être beaucoup moins, en fait, dans cette logique de l'honnête homme libéral. Parce que le libéralisme est lié à une culture bourgeoise. Alors, en fait, cette culture bourgeoise n'existe plus dans la plupart des sociétés occidentales. On a soit des castes de fonctionnaires corporatistes, soit, en fait, des monades leibniziennes qui sont en train de se battre sur un marché. Et on voit que les deux ne sont pas en opposition, comme c'était le cas traditionnel entre les pensées socialistes et libérales au XIXe siècle, mais qu'ils sont en complémentarité, comme tu le dis. Et là-dessus, je pense en fait que quand on parle de libéralisme, quand on parle de socialisme, même quand on parle de conservatisme dans la société actuelle, en fait, c'est des pots de serpent qui sont totalement vides, parce que le système a mué vers ce que Baptiste Rapin appellerait un système de management. Le but, en fait, c'est j'ai entendu plusieurs expressions pour essayer de faire comprendre aux auditeurs, et puis il va falloir qu'on change de sujet. Donc malheureusement, on ne peut pas creuser, mais on creusera. Ce que j'ai aussi entendu le terme de libéralisme autoritaire. Oui. Qui peut être aussi un peu confusant. Mais ce que je veux, pour terminer, Javier Milei a été élu. Donc il y avait un besoin en même temps de désengorger, j'imagine, la société argentine, engorgée par sans doute aussi l'assistanat, certes. Mais quand on en arrive à des mesures sur les investissements étrangers qui est assez importante, je crois. Alors, c'est ce qu'on dit en France aussi. On défend le bilan de Macron en disant l'attractivité de la France, il y a beaucoup d'investissements étrangers. L'investissement étranger, ça a des conséquences. Ça ne vient pas sans contrepartie. Je ne pense pas que ce soit l'alpha et l'oméga, déjà de s'en remettre qu'à des investissements étrangers, sans pouvoir, nous, avoir notre propre stratégie d'investissement. Ça ne vient jamais sans contrepartie d'éventuellement... Pour clore également sur l'Argentine, une dernière remarque. Il est venu démocratiquement aux urnes. Il y a quelque chose qui me fascine avec la démocratie actuelle, qui d'ailleurs renvoie un petit peu à ce qu'on voit aux législatives, c'est que désormais l'argument des gens pour voter pour quelqu'un, c'est « on n'a pas essayé ». Il y a un petit peu cette idée qu'après on peut resetter, rebooter, qu'en fait, il y a tellement un effilochement de la politique que désormais les gens se disent, et je me demande s'ils n'ont pas voté Milei, en se disant, bon, tous les autres se sont plantés depuis 20 ans, on va essayer ça. Peut-être un vote de désespoir, oui. Oui, mais par exemple, le chocolat à l'huile, personne n'a jamais essayé, mais ce n'est pas une bonne idée quand même. Bon, on passe au sujet d'après, donc Ukraine rapidement et Israël. Alors, Ukraine, juste pour faire cette fameuse conférence de la paix qui a eu lieu il y a plusieurs jours, une conférence de la paix en général réunit les deux camps de belligérance. Enfin, donc là, c'est une conférence de la paix avec un seul camp, donc c'est un petit peu compliqué d'aboutir à... D'ailleurs, je crois que la guerre continue. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas suivi les informations, mais je vois des missiles qui... Oui, tu as l'impression que la guerre continue. Elle continue. Non, mais cette conférence a eu lieu en Suisse à l'initiative de Zelensky, à une résolution qui a été signée par 90 pays, dont la moitié sont européens, et satellitaires des États-Unis, évidemment l'Australie,
et la Nouvelle-Zélande, etc., ne sont pas impliqués le Sud, ce qu'on appelle le Sud global, par grande partie les BRICS, évidemment par la Russie. Donc évidemment, ça va pas aller très En loin. fait, c'est la conférence de Berlin de 1888, quoi. De quelle date? De 1888, la Alors tu peux en conférence de parler parce que là, Berlin. tu m'as perdu. C'est la conférence, tu sais, où les pays européens se sont réunis pour décider de ce qu'on allait faire. Mais il y a une différence, c'est qu'en oui, notamment découper l'Afrique. La différence, c'est qu'en 1888, il y avait effectivement que l'Europe dans le monde. Et là, maintenant, il y a d'autres pays qui frappent à la porte et qui ont l'intention de s'exprimer. Alors aussi, je voulais juste juste une micro-information comme ça sur l'Ukraine. Alain Juillet a bien confirmé que le blé ukrainien appartient aux entreprises américaines. Je dis ça parce que c'est une information qui circule très difficilement, qu'il faut aller trouver sur des sites souvent liés aux problématiques écologiques. Et que là, c'est Alain Juillet qui s'empare de la question. Et j'invite nos auditeurs à la creuser. C'est-à-dire, quand on parle de l'enjeu du blé ukrainien aussi qui serait préempté par les Russes. Pour l'instant, 3 entreprises américaines ont préempté le blé ukrainien, qui est à hauteur de plus de 30% avant la guerre. Et il faudrait le chercher aujourd'hui où on est le chiffre qui a certainement dû monter depuis le début de la guerre. Et en Palestine? Oui, juste pour terminer sur l'Ukraine, la demande de Poutine, c'est sur 2 plans, que l'armée ukrainienne se retire des oblasts, dans des 4 oblasts, Luhansk, Kherson, Donetsk et Zaporijjia, et un renoncement officiel à adhérer à l'OTAN. Donc, tu peux imaginer aussi que, on n'est pas vers un chemin de paix possible pour le moment. J'ai lu aussi que les États-Unis avaient donné à l'Ukraine l'équivalent du plan Marshall. On est arrivé à cette somme-là aujourd'hui, enfin à peu près aujourd'hui, donc c'est pas anecdotique. Et voilà, les informations que je voulais souhaiter donner au sujet de l'Ukraine. Israël, tu veux peut-être commencer? On voit que la situation est très loin de s'améliorer, que la catastrophe humanitaire qu'on annonçait continue et que on peut être quand même sidéré par le degré de violence de cette guerre. Voilà. Et la manière dont les opinions publiques occidentales continuent à s'en saisir. Je crois que à terme, pour beaucoup de jeunes, alors ça va être un petit peu un traumatisme de l'équivalent des traumatismes des années 60. Je pense notamment à la guerre du Vietnam. Ouais. Sauf qu'à la différence que les Occidentaux ne s'y sont pas battus, évidemment. De la même façon que pour l'Ukraine, on ne voit pas de scénario de fin se profiler, puisque, en fait, l'un et l'autre camp refusent plus ou moins l'existence de l'autre. Du camp adverse. Donc, j'invite aussi nos auditeurs à lire il y a une interview de Netanyahou par Renaud Girard sur Le Figaro. Alors là, c'est la position, évidemment, uniquement de Netanyahou, mais enfin, en effet, il refuse l'existence de l'État palestinien. Il juge, lui, que les Palestiniens ont toujours refusé l'existence d'Israël, donc, et sont une menace constante pour la sécurité d'Israël. Il justifie le contrôle de la Cisjordanie, de ce qu'il appelle, lui, la Judée-Samarie, par la menace iranienne constante via le Hamas, le Hezbollah. Et il reparle aussi de cette alliance qu'il qualifie de naturelle entre Israël et de nombreux pays du Moyen-Orient, donc les accords d'Abraham pour bloquer la menace iranienne. Les accords d'Abraham ont été signés entre Israël, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc. Et il fait beaucoup la promotion d'un pont commercial entre l'Asie et l'Europe, technologique, qui pourrait apporter beaucoup des technologies israéliennes et qui pourrait apporter beaucoup au Moyen-Orient. Donc, il commence donc à se réaligner vers les routes de la soie parce qu'il sent qu'après Biden, les futurs présidents américains, et Trump d'ailleurs, puisque Trump aussi est très pro-israélien, eh bien, après Biden et Trump, il y aura peut-être une nouvelle génération qui arrivera et qui commencera à les lâcher, qu'il faudra changer de crémerie. C'est surtout que Trump est pour Israël. Je ne sais pas si on peut dire que c'est pour des raisons un peu différentes de Biden, mais c'est vrai que Trump a derrière lui l'électorat évangélique, oui, qui est très pro-Israël pour des raisons assez tordues, un peu malsaines. C'est des évangéliques, d'un autre côté, on ne va pas leur demander de rouler droit. Non, en matière religieuse. C'est quand même, peut-être tu en parleras peut-être mieux que moi, mais quelle est la position des évangéliques par rapport à Israël?
Les évangélistes pensent que, selon les textes sacrés, eh bien, lorsque les Juifs reviendront en Israël et qu'il y aura des guerres, eh bien, ça sera un signe de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bon, là-dessus, de toute façon, les évangélistes, il y a beaucoup de sectes différentes, mais c'est clair qu'il ne faut jamais oublier que les protestants s'appuient principalement sur l'Ancien Testament, et que les sectes protestantes qui forment le lit des évangéliques américains étaient les sectes les plus tarées et les plus fanatiques, les plus liées à l'Ancien Testament, que les Anglais avaient virés au XVIIe siècle parce qu'ils avaient foutu le bordel en Angleterre au moment de la Révolution anglaise, et même un peu avant, et que donc on retrouve les mêmes 300 ans plus tard. C'est normal de ne pas s'attendre à ce qu'ils aient trouvé la lumière et le progressisme religieux en route, quoi. Donc, il y a des liens très forts entre la pensée la plus littérale de l'Ancien Testament. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas un poème de paix, l'Ancien Testament, c'est la lutte du peuple juif pour la survie, avec la mentalité évangélique. Ceci étant, les évangéliques qui avaient quand même beaucoup de vent en poupe au début des années 2000, notamment sous la présidence George W. Bush, me semblent moins importants maintenant aux États-Unis. Il y a quand même un phénomène de déchristianisation, unchurching of America, qui justement vient des excès un petit peu de l'ère Bush. Désormais, il y a des Américains qui se disent athées, et j'ai l'impression que Trump, alors il y avait bien sûr son vice-président, dont le nom m'échappe là, qui était très lié à cette vague évangélique, mais maintenant je crois qu'il s'appuie quand même beaucoup plus sur un white trash qui me semble moins marqué religieusement et beaucoup plus socialement. Et c'est encore peut-être plus vrai qu'en 2016. Mais juste éclaire ma lanterne, la position des évangéliques. Alors, moi, j'ai tendance à dire évangéliques parce que ce ne sont pas des évangélistes, justement. Enfin, Oui. Bref. C'est à terme, en terre d'Israël, l'avènement de l'Armageddon. Christ, Armageddon, en terre d'Israël. Donc, à terme, c'est Oui. anti-juif. Ah, mais ça, d'accord qu'à terme, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est un positionnement assez malsain. Oui, mais d'un autre côté, alors là, si on veut commencer à jouer là-dessus, beaucoup de juifs, notamment ultra-orthodoxes, ont considéré, notamment ceux qui étaient présents en Palestine avant la création d'Israël, avant même l'immigration de juifs européens, considéraient que ça serait uniquement la volonté de Dieu que les juifs revinssent en Palestine. Et par conséquent, la création même de l'État sioniste, pour certains juifs ultra-orthodoxes, eh bien, c'est un péché, puisque c'est forcer la main de Dieu. Et comme on sait, forcer la main de Dieu, ça ne donne pas toujours des bons résultats. Bon, là-dessus, c'est des débats qui sont bien sûr très, très complexes. J'ai envie de rester dans la complexité, et alors là, c'est plus la complexité bordélique, et de parler un petit peu de l'Italie. Puisque Giorgia Meloni, dont on rappelle que c'est une dirigeante post-fasciste, ou fasciste, on ne sait pas trop. De toute façon, par définition, les fascistes sont issus du mouvement futuriste. Donc, c'est quoi un post-futuriste? Il y a quoi après le futur? C'est difficile à savoir. Mais globalement, Giorgia Meloni, donc présidente du Conseil italienne, veut faire une réforme constitutionnelle de l'Italie. Alors, il faut se rappeler que la dernière réforme avait été tentée à la charnière, dans les années 2010, par le wunderkind de la politique italienne, dont je ne me rappelle plus le nom, ce qui est un symbole de son succès, qui était social-démocrate, et qui s'y était cassé les dents en voulant supprimer le Sénat. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un constat en Italie, que qu'on soit de gauche, qu'on soit fasciste, qu'on soit de droite, c'est que le système ne fonctionne pas. Parce que la République italienne a des institutions qui ont été un peu imposées par les vainqueurs après la Seconde Guerre mondiale, et que les Américains, c'est un peu comme tous les pays dont ils ont créé les institutions, je pense au Japon, ils ont fait volontairement des institutions qui ne fonctionnaient pas pour désarçonner le pouvoir politique et ont été donné l'importance à des coteries locales. Alors, je pense que le système italien...
est plus Gloire à efficace que le l'image. système japonais, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, mais c'est quand même pas génial. Avec un truc très Troisième République, un président du Conseil qui est nommé par un président de la République, et ce brave président du Conseil peut en permanence se faire virer de son poste quand les parlementaires ne sont pas contents, les majorités peuvent changer en cours de législature. Donc en gros, les Italiens votent, et puis après, il y a la combinazione. Et, et donc Mélanie voudrait changer ceci en faisant que le président du Conseil soit élu au suffrage universel direct, soit assuré d'avoir la majorité, et si jamais ça ne fonctionne pas, qu'il y a de nouvelles élections, en fait, des dissolutions, etc. C'est marrant, ça me rappelle un peu la réforme du quinquennat, quand on a dit, pour éviter la cohabitation, on va faire coexister, coïncider les élections présidentielles et les élections législatives. C'est un peu la même idée. Mais cette Avec, réforme-là, j'imagine que l'Union européenne va s'en mêler. de toute façon, avec Mélanie, l'Union européenne, elle est plutôt heureuse, hein, parce que Oui, par certes, mais rapport est-ce qu'elle serait avec d'accord avec une réforme Ah, mais moi, je pense que l'Union européenne est assez souple du moment qu'on soutient l'Ukraine et qu'on soutient l'euro et qu'on ne remet pas en cause les institutions européennes. Mélanie se prend beaucoup moins de tempêtes que le brave Orban. Il y a une forme de normalisation à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que l'Union européenne s'accommode assez bien de Mélanie, en fait. Et puis, il y a l'idée d'affaiblir le président de la République italienne, parce que ce président de la République italienne, notamment à l'époque de Salvini, avait tenté un petit peu de résister. Il avait échoué, mais il l'avait tenté. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté de faire un truc de dingue, surtout en Italie, de faire que le pays puisse être gouverné par quelqu'un qui est sûr d'avoir une majorité. Est-ce que ça va fonctionner? Moi, je dis que Matteo Renzi, voilà, Matteo Renzi, le nom de celui qui avait tenté la réforme institutionnelle, il s'y était cassé les dents. J'ai pas une très haute opinion de Mélanie, donc je pense pas qu'elle va réussir non plus. Et puis de toute façon, la gouvernance de l'Italie est un sujet qui relève plus du théâtre de Courteline que du freudisme. Disons pas une très haute, on peut ne pas avoir une très haute opinion d'elle, après, quelle est sa marge de manœuvre. Elle est quand même celle qui a exprimé le plus de recul sur la reconduction d'Ursula von der Leyen à son poste, suite surtout au procès qui a lieu à Bruxelles sur les soupçons en tout cas de non-transparence sur l'affaire des contrats Pfizer. Pourtant, elle était pour la vaccination, Mélanie. Oui, mais pour la vaccination est une chose, la façon dont ont été négociés les contrats entre von der Leyen et Bourla, patron de Pfizer, en est une autre. Il y a plusieurs étages dans ces soupçons-là, puisqu'il y a un soupçon de non-transparence, et à la suite de ce soupçon de non-transparence, c'est-à-dire de petites affaires entre amis, des soupçons évidemment de corruption qui sont liés à ça. Mais pour l'instant, on est que la première étape de cette enquête qui a lieu, enfin le procès a lieu auprès du parquet belge, pas auprès de l'Union européenne. Et pour l'instant, il n'en sort pas grand-chose. En tout cas, ça ne l'a empêché en rien d'être conduite, d'être proposée par le PPE, donc le groupe le plus important, qui est toujours le groupe le plus important et qui restera le groupe le plus important au sein du Parlement. Pas grand-chose n'a changé après les législatives en termes de force de groupe majoritaire, et donc elle est présentée sans aucun égard pour ce procès en cours. Peut-être c'est même une course contre la montre de la présenter avant que les choses deviennent plus concrètes pour qu'elle bénéficie de nouveau de l'immunité. Après, tu parles de non-transparence, de tout ça. Je rappelle que le seul exemple, je crois, de commissaire européen, du moins à une date récente, au cours des 10 dernières années, qui avait été refusé par le Parlement, avait été justement un Italien, non pas pour des questions de transparence sur des vaccins qui ont été inoculés à des gens qui ont coûté des montagnes de fric. C'était parce que je crois que c'est un Italien qui avait dit un jour qu'il n'était pas tout à fait forcément favorable, dans tous les cas, à l'avortement. Donc, les institutions européennes ont leurs priorités. Et c'est important dans la vie d'avoir des priorités, de s'y tenir. Oui, non, mais c'est assez évident. Mais c'est vrai que ça ajoute
à cette atmosphère permanente d'impunité et surtout d'accusations à géométrie variable, puisque bon, on accuse Trump aussi de malversation, on ne le lâche pas, et on porte un voile absolument opaque sur cette histoire de contrat Oui. qui traîne depuis longtemps, dont Michel Rizvasi, qui n'est pourtant pas d'extrême droite, avait fait disons, son bâton de pèlerin, si je peux m'exprimer comme ça. Elle était très, très, très pugnace dans le combat pour que ce procès ait lieu, et elle est malheureusement décédée d'une crise cardiaque dans les rues de Bruxelles il y a quelques mois. Donc, ça a apporté un énorme coup d'arrêt à ces enquêtes. Après, là-dessus, tu laisses entendre que les élites sont rien du tout, impunies. hein. Oui. Non, que les élites sont impunies. Mais moi, je suis désolé de dire, il y a aussi des salauds qui restent impunis, ce sont les peuples, et notamment le peuple français. Puisqu'un article du Monde nous apprend qu'à l'occasion de la campagne législative, les Français seraient de plus en plus racistes. Oui. Et alors là, moi, je rappelle que le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc, logiquement, si les Français sont de plus en plus racistes, que fait la justice? Elle ne fait rien. Alors, au bout d'un moment, attaquer von der Leyen, il faudra attaquer les Français. Et comme le disait Bertolt Brecht aux autorités de la RDA, si le peuple n'a pas l'heure de vous plaire, il faut peut-être dissoudre le peuple ou dissoudre le gouvernement. Il faut faire un choix. Bon, est-ce que tu as le sentiment, Flavie, que les Français sont de plus en plus racistes? Alors c'est un sujet. Alors c'est une étude. C'était une étude. Tu remarques que j'ai pas donné mon avis. Je t'ai refilé la patate chaude. Oui. Non, mais c'est. Attendez, je recherche parce que c'est sorti dans Le Monde et c'est une étude de la commission observatoire de l'intolérance, un truc comme ça, du racisme. J'essaie de retrouver le nom exact, un peu plus précise. Voilà, rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. L'indice de tolérance qui mesure l'évolution des préjugés chez les Français marque un recul conséquent. Donc, est-ce que c'est, je te pose la question, je te renvoie la question, est-ce que c'est les Français qui sont plus racistes et plus intolérants, ou est-ce que ce qui pourrait provoquer une forme d'intolérance chez les Français est en augmentation? Alors, Churchill disait qu'il y a 3 formes de mensonge. Il y a le mensonge, le sacré mensonge et la statistique. La question, j'aurais envie de dire un peu une réponse à la Staline. Staline disait « je me fous des élections, l'important c'est ce qui compte ». Moi je dirais « je me fous un peu des statistiques, l'important c'est ceux qui mettent le curseur ». Parce que qu'est-ce que c'est être raciste? Il y a le racisme du 19e siècle qui établit une hiérarchie entre les races. Celle-ci, on peut dire que c'est un racisme qui a fort heureusement quasiment disparu au sein de la population. Éventuellement, il est toléré parfois chez les publicitaires pour vanter, par exemple, les capacités physiques supérieures en fonction de couleur de peau, etc. Et ça, c'est du racisme autorisé, alors que moi, personnellement, les gens, par exemple, de couleur de peau noire, j'en croise autant qui font des études que de gens qui courent après un ballon. Oui, bien sûr. Voilà, ça me choque un peu. Après, il y a le racisme au sens de xénophobie. Là, c'est de ne pas aimer les gens en fonction de leur couleur de peau et de leurs origines supposées. Non, il faudrait redéfinir ce que veut dire xénophobie. Ça ne veut pas dire ne pas aimer, ça veut dire phobie, c'est la peur. Xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Xénos, l'étranger. Ne confondons pas peur et haine déjà, parce que je sais qu'on a appris à mon fils à l'école que la xénophobie était la haine de l'étranger. C'est à quoi j'ai beaucoup de mal à dire à mon ça, fils. C'est la disparition du latin. Pardon? C'est la disparition du latin. En l'occurrence, c'est du grec. Mais la Comment phobie... tu m'as clashé, oui, tu as raison. Mais en l'occurrence, la phobie est la peur, ce n'est pas la haine, ce sont deux sentiments différents. Oui, d'ailleurs, Marivaux disait toujours que la différence de l'amour, l'antonyme de l'amour, c'est la haine. C'est l'indifférence. On lance plein de pistes de débat là. Mais non, mais sur ce débat sur le racisme des Français, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que depuis les élections européennes, nous voyons un florilège de beaufitudes bien racistes, c'est-à-dire, moi j'ai vu plusieurs, en effet, personnes d'un certain âge de la campagne qui déclamaient une sorte de racisme décomplexé
on est chez nous, enfin, j'ai vu plusieurs petites vidéos comme ça circuler de trucs pas très folichons, mais on peut toujours en trouver, hein, des gens comme ça dans tous les pays du monde, à toutes les époques du monde. Ce que je pense en effet de façon, par contre, moi j'ai plutôt tendance à penser que le français est sans doute un des moins racistes du monde, et il est un des plus accusés. Alors, Euh, là-dessus, moi, Aujourd'hui, hein, je parle d'aujourd'hui, hein, je n'ai pas dit je ne qu'il mettrai n'a pas pas les été. Français sur un piédestal, mais là-dessus, moi, je pense beaucoup comme Emmanuel Todd. C'est qu'en réalité, plus il y a de contact et plus il y a de mélange, en fait, plus il y a d'interpénétration, j'ai l'impression de faire un cours de morale sexuelle, mais plus il y a d'interprétation entre des populations différentes, plus paradoxalement, il y a du Oui. racisme. Mais il y a du rejet, en fait, c'est assez Et puis c'est basique. En surtout fait. Plus on force des sous. communautés à vivre ensemble, plus il y a des frictions. Bon. Mais c'est surtout qu'en plus, on a souvent un peu un rejet contre quelqu'un qui est très proche. Un exemple typique, le racisme en France touche particulièrement les Maghrébins, non pas à cause de la guerre d'Algérie, puisque la guerre d'Algérie, tout le monde l'a un petit peu oublié, mais parce que les Maghrébins sont culturellement beaucoup plus proches que nous, que les Japonais, que les Asiatiques, qui pourtant, eux, vivent souvent dans des communautés très fermées. Et si on posait la question dans une logique de souveraineté, ces communautés fermées asiatiques peuvent poser des problèmes. Mais il y a une telle différence culturelle, une telle mise à l'écart, que ça n'existe pas. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être que l'une des raisons pour lesquelles on a l'impression souvent que ça fait plus d'étincelles en France, la coexistence, c'est parce que comme nous sommes un pays latin et que les peuples latins ont eu l'habitude de se mélanger, rappelons l'édit de Caracalla en 212, qui fait de tous les gens de l'Empire romain libre des citoyens, ben forcément, il y a une forme d'immixtion qui va après provoquer des situations de tension et qui vont être perçues comme du racisme et qui n'en sont pas forcément. Oui, parce que je pense aussi que c'est un domaine très très complexe, le racisme, parce qu'il y a le déclaratif. C'est pour ça que les sondages sur le racisme, à mon avis, sont complètement faussés. Moi, j'entends beaucoup de gens se déclarer non racistes et éventuellement faire des leçons de morale, et que j'ai pu observer dans des situations qui m'ont beaucoup, beaucoup troublée. Je peux citer comme ça 2 situations où quelqu'un qui a tendance Quand à faire... leurs gosses vont à l'école, par exemple. Oui, mais beaucoup de déclaratifs ou de leçons de morale, ou peut-être même à mon égard, par exemple, et qui a découvert un jour, vous savez, tu sais, ces tests qui viennent des États-Unis pour découvrir tes origines, et qui se découvrent des origines éventuellement vraiment très au sud, voire africaines, et qui me déclarent non, non, mais c'est rien. Ça n'a rien à voir avec moi, ça vient qui n'assument pas du tout de lire des éventuelles origines africaines. Enfin, j'ai vu des réactions complètement dingues. Alors que moi j'avais ce test-là et que, bon, c'était un test moi, ça me par viendrait rapport à pas mon l'idée de fils. faire Donc un en fait, test il se comme trouve ça. que les origines africaines n'étaient pas les miennes, mais j'ai cru à un moment que c'était les miennes, et j'étais absolument ravie de pouvoir expliquer les origines d'une éventuelle grand